Bonsoir et bienvenue à tous pour ce premier débat. C'est donc parti pour un marathon électoral qui va nous emmener dans les 19 communes de la région bruxelloise. Et vous l'avez constaté dans le journal, notre première étape, c'est la commune de Saint-Gilles. Alors une commune que l'on va d'abord découvrir en chiffres. La superficie de Saint-Gilles, c'est 252 hectares, 2 km² et demi. Et le nombre d'habitants, un peu plus de 50 000 au 1er janvier 2018. C'est donc une commune densément peuplée. À sa tête, Charles Piquet, une majorité composée du PS, du SPA et du mouvement réformateur. Dans l'opposition, on retrouvait Colo Groen, qui est la deuxième force politique de la commune, le CDH et un ancien écolo qui siège aujourd'hui comme indépendant. 9 listes se disputent le suffrage des électeurs à Saint-Gilles. Sont présents sur le plateau les représentants de listes complètes qui disposent au moins d'un conseiller sortant. Il y a donc 3 candidats et une candidate sur notre plateau ce soir. Je vous les présenterai dans le courant de ce débat. Mais tout d'abord, une escale avec notre bus qui a été à la rencontre des habitants de Saint-Gilles toute la journée. On va tout de suite retrouver Michel Gaillère qui a pris le pouls de la population. Que pense-t-elle de la commune de Saint-Gilles ? Les Saint-Gillois qui sont venus nous trouver ici au bus BX1 aiment leur commune. Quand on leur dit qu'ils sont sans doute un peu bobos, ils le prennent comme un compliment. Car pour eux, être bobo, c'est être ouvert à la différence et à la diversité. Certains se plaignent tout de même de chantiers qui sont menés et pas complètement achevés. Et quand on se plaint auprès de la commune, on nous répond que c'est la faute à la région. D'autres disent aussi qu'il y a de moins en moins de pauvres à Saint-Gilles, peut-être parce qu'ils n'ont plus les moyens d'habiter ici. Voilà, donc il va pouvoir alimenter notre débat, ce premier thème sur la fracture sociale à Saint-Gilles. Alors c'est un tirage au sort qui a déterminé les premières prises de parole et c'est vous, Vincent Henderick, qui ouvrez le bal. Vous êtes tête de liste CDH+. Alors une question très simple, on aura un débat sur le logement tout à l'heure, mais très simplement, demain vous êtes aux affaires, puisqu'actuellement vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce que vous faites pour combattre cette fracture sociale, une mesure concrète ? Alors, dans toutes les politiques que je mènerai, si je rentre dans une majorité, c'est de clairement rééquilibrer les politiques entre le haut et le bas de Saint-Gilles. Votre journaliste a expliqué que Saint-Gilles avait une image de commune bobo, qu'il y avait de moins en moins de pauvres à Saint-Gilles. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Saint-Gilles, ce ne sont pas que des bobos et ce n'est pas qu'une population aisée. Saint-Gilles, c'est aussi une population très fragilisée et des quartiers qui sont nettement moins rutilants que ceux du Haut-de-Saint-Gilles. Et donc, la première chose que je ferai, effectivement, c'est de rééquilibrer totalement les politiques au bénéfice du bas de Saint-Gilles. Voilà, un rééquilibrage. Patrick de Boubry, c'est vous qui prenez la parole en deuxième position. Rééquilibrage, ça veut dire que les politiques n'ont pas été équilibrées jusqu'ici entre le haut et le bas de Saint-Gilles ? Alors je crois que s'il y a bien une chose qu'il faut mettre en exergue sur toutes les années de gestion de la majorité, c'est la mixité. La mixité, ça a été un thème fondamental dans toutes les politiques menées, notamment en matière de logement, la création de la régie foncière. Beaucoup de choses ont été faites, des réhabilitations dans tous les quartiers, dans les quartiers les plus touchés. Alors, c'est vrai que nous étions une commune très pauvre. On était, je crois, la deuxième commune la plus pauvre de Belgique, il y a un certain nombre d'années. Alors, il y a un rééquilibrage qui devait se faire lentement, mais qui devait se faire au nom de cette mixité. C'est vrai que le revenu moyen par habitant a augmenté de près de 40% sur les 10 dernières années, mais enfin, on vient de très très bas, et il y a eu toute une politique d'investissement dans les quartiers, et en particulier dans les quartiers en difficulté. On reparlera peut-être tout à l'heure du quartier du Midi, mais c'est vrai que nous avons toujours une commune qui dépasse les 15% de précarité de sa population, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi à cet égard. Alors Charles Piquet, que répondez-vous à ceux qui disent on a chassé les pauvres de Saint-Gilles ? Mais on ne les a visiblement pas chassés, puisque les chiffres sont là. Il y a encore quelques heures, le président de notre CPAS nous disait les chiffres en matière d'aide sociale. Donc, c'est plus de 5000 personnes qui sont titulaires d'une aide sociale. Ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants avec, etc. Donc, c'est une commune qui dépense, parmi toutes les communes de Belgique, qui dépense le plus par tête d'habitants en termes d'aide sociale. Alors, le haut et le bas, on a cité les chiffres, on a fait l'inventaire des investissements. 85% des investissements qui ont été faits en équipement, en aménagement, c'est dans le bas. Et c'est très simple, il suffit de regarder la ligne de budget et on verra bien qu'on a surtout acheté notamment la régie foncière
dans le bas de Saint-Gilles. D'ailleurs, c'est là que les immeubles étaient les plus bons marchés à acheter. Donc je pense que on a une idée de Saint-Gilles selon qu'on est avenue Bruckmann ou selon qu'on est éventuellement dans le bas de Saint-Gilles, mais on ne peut pas dire que nous sommes une commune devenue une commune de riches. Ce qui est vrai, c'est qu'on a cassé un fatalisme qui était celui d'une commune qui avait une image négative et sinistre. Oui. Alors Catherine Moranville, vous êtes tête de liste Écolo-Groen, dans l'opposition. Même question qu'à Vincent Henderick. Demain, vous êtes aux affaires. Qu'est-ce que vous faites qui n'a pas encore été fait en priorité et du concret, s'il vous plaît? Je serai concrète. Il y a effectivement une dualisation à Saint-Gilles. Elle est le fruit aussi de la gestion MR et PS pendant plus de 30 ans dans la commune. Je pense que la première proposition que nous ferions, c'est en fait de socialiser le parc locatif de la régie foncière. Donc la régie foncière est une des plus grosses de la région bruxelloise après Bruxelles-Ville. Il y a plus de 900 logements. Nous demandons qu'une partie en fait de ces logements soit remis dans le giron du logement social, c'est-à-dire avec des loyers qui sont plus ou moins équivalents au logement social. Je pense que c'est une des mesures importantes qui permettrait d'arrêter la fuite en avant des Saint-Gillois vers d'autres communes. Alors je vous l'ai dit, donc on aura un débat sur le logement, sur la régie foncière en particulier. Mais tout d'abord, on va passer à une question citoyenne, si vous le voulez bien. Alors, on a rencontré une habitante pas vraiment contente. Elle est venue nous le dire devant le bus de BX1. Écoutez-la. Moi, je trouve qu'il faudrait un petit peu se pencher sur la propreté de Saint-Gilles. Je trouve que les trottoirs sont vraiment, c'est lamentable. Et le parvis de Saint-Gilles, n'en parlons pas, ça c'est totalement dégoûtant. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a rien de prévu pour que ce soit représentatif de la capitale de l'Europe quand même, hein, Bruxelles et ses communes. Ah, le fameux débat sur la propreté, on peut l'avoir quasiment dans toutes les communes, mais à Saint-Gilles aussi en particulier. Alors Patrick de Bouvry, cette habitante se plaint d'une saleté récurrente et on n'arrive pas à en voir la fin. Alors qu'est-ce qui ne marche pas dans ce domaine-là? Est-ce que c'est finalement qu'il n'y a pas assez d'équipes de balayage ou il n'y a pas assez de sanctions? Alors pour ce qui est d'équipes de balayage, la commune a engagé 100 agents communaux. Donc au niveau de l'entretien effectué par les services communaux, les choses se font. Il ne faut pas perdre de vue que le ramassage des immondices relève de la région, de Bruxelles Propreté. Quand Bruxelles Propreté n'assume pas sa responsabilité... Donc c'est la faute à Bruxelles Propreté, c'est ce que vous nous dites. Laissez-moi continuer. Quand Bruxelles Propreté assume la responsabilité du ramassage des détritus. Quand ils obligent les gens à déposer à 18h la veille, par exemple, le jour, les cartons, les caisses, et qu'ils les ramassent le lendemain à 17h, particulièrement dans les axes commerçants, ça n'est quand même pas une bonne idée. On a écrit, la commune a réagi auprès de la ministre responsable. Il y a peut-être un problème de sanction. Il faut savoir que nous avons des contrôleurs aussi qui agissent sur le terrain. Il y a des sanctions administratives, elles sont nombreuses. Et donc là, c'est une politique qui est menée. Et il y a des problèmes aussi en soirée, parce qu'il y a des dépôts clandestins, parce qu'il y a toute une série de choses. Ouais, donc ce que vous nous dites, c'est qu'on fait déjà le maximum, si je peux résumer votre position. Pas ça. Je pense que nous devons avoir une politique où l'on puisse davantage collaborer, région et commune, qu'on ait des équipes mixtes éventuellement. L'idéal serait peut-être d'avoir le personnel de la région à disposition de la commune pour qu'on puisse coordonner une véritable politique et un véritable plan d'action propreté. Je vous ai vu faire la moue. Il y a de vrais problèmes en matière de propreté. Ouais. Et je peux vous dire, le quartier du Midi qui relève quasi exclusivement de Bruxelles Propreté, en ce compris le balayage. Je vous ai vu faire la moue, Vincent Henderick. Oui, parce que j'en ai assez depuis de très nombreuses années d'entendre le discours de ping-pong où la faute de la malpropreté à Saint-Gilles ne serait pas du fait communal, mais du fait régional. Je veux à un moment donné, les citoyens n'en ont strictement rien à faire, monsieur de Bouvry, de savoir que c'est la région qui doit balayer dans telle rue et que c'est la commune dans une autre. Je pense qu'à un moment donné, on prend ses responsabilités et l'on nettoie. Je veux prendre l'exemple de l'avenue Fonceny. Vous dites que c'est une voie régionale, que c'est la région à le faire. Est-ce qu'il est normal que les tacs qui sont situés à l'avenue Fonceny soient les mêmes qu'il y a 10 ans? Rien n'a été enlevé. Si la région est dans l'incapacité notoire d'enlever ces tacs, pourquoi est-ce que la commune ne le fait pas au bénéfice de ses habitants? Au bénéfice de ses habitants. Les tags, en plus, entraînent d'autres problèmes. Ce sont des problèmes d'urine, des problèmes de dépôts clandestins. Et donc, la malpropreté appelle la malpropreté. Et donc, voilà, je pense que renvoyer systématiquement la faute de la malpropreté à Saint-Gilles à la région
est un refus de prendre ses responsabilités, et ça se fait au détriment des habitants. Alors Charles Piquet, est-ce que la commune, à un moment donné, doit se substituer à la région et faire le job que la région ne fait pas, apparemment? Oui, mais moi je ne vais pas rentrer dans un conflit avec la région. C'est vrai que très souvent ce sont les services communaux, mais pas seulement qu'à Saint-Gilles, qui enlèvent certains sacs poubelles qui traînent, etc. Mais on a 100 balayeurs, on n'a jamais eu autant de balayeurs de rue. Le problème reste évidemment et surtout un problème de comportement et surtout un problème qui est le suivant. Quand vous allez analyser vos différentes communes, vous allez vous retrouver avec des communes où il y a presque les mêmes habitants et le même nombre de résidents ou d'occupants du territoire la nuit et la journée. Saint-Gilles est une de ces communes de grand transit. Vous avez autant de gens qui sortent de la gare du Midi que vous n'avez d'habitants à Saint-Gilles. C'est une commune de transit au niveau automobile, beaucoup d'activités, ça veut dire que vous avez un taux d'activité qui amène évidemment plus de nuisances de différentes sortes. Ça, c'est le sort des Ce que vous nous dites, c'est qu'on n'arrivera pas à régler ce problème? Non, je ne dis pas, et je dirais, ici peut-être que cette dame se plaignait tantôt de la malpropreté de certains endroits, qu'il y a eu une amélioration sensible dans certains quartiers, c'est clair. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage ici aux services et aux balayeurs qui font un travail extraordinaire, parce que quand on a à 9h nettoyé une rue et qu'à 11h elle est sale, et je ne sais pas qui salit ça, ça peut être justement des automobilistes qui passent, des gens de transit, etc. C'est un défi de tous les jours, la propreté dans une ville comme Bruxelles, et particulièrement dans les quartiers centraux. Mais alors un défi de tous les jours, 100 agents engagés, qu'est-ce qu'il faut faire en plus selon vous, Catherine Moranville? On peut effectivement reconnaître qu'il y a eu un effort fait en termes de personnel, c'est tout à fait vrai. Il faut de constater que quand on se balade à Saint-Gilles, ça reste un des gros points noirs quand même de cette mandature. Vous parlez que les Saint-Gillois, c'est le premier point qui vient dans les problèmes, c'est la propreté. Nous, ce qu'on demande, c'est au-delà du personnel, où il y a déjà eu un effort, on peut encore en faire, c'est qu'on puisse aussi avoir une mini-déchetterie à Saint-Gilles. Ça fait des années qu'on la réclame, elle n'est toujours pas là. On a une recyclerie sociale, mais qui est loin de prendre en charge tous les détritus et toutes les matières à recycler. Nous demandons qu'il y ait des consignes pour les canettes et les bouteilles en plastique. Ça fait partie des plus gros déchets qu'on retrouve sur les trottoirs. Saint-Gilles ne peut pas faire ça seul non plus. Je veux dire, c'est un peu compliqué. Saint-Gilles s'est inscrit comme commune pilote, comme JET. Saint-Gilles s'est inscrit pour devenir comme une pilote pour les consignes pour les canettes et pour les... Donc ça va se faire en principe. J'espère que la majorité... la majorité, oui, ça va se faire. On verra quelle majorité. On verra quelle majorité, effectivement, vous avez raison. Ouais. Voilà, et nous demandons aussi, il y a de la répression, il y a de la prévention, mais il y a aussi de la répression. Il n'est pas normal qu'on ait des déchets clandestins qui restent pendant des jours sur les trottoirs. Il faut qu'un déchet clandestin ne reste pas plus de 3 heures sur un trottoir. Alors des dépôts clandestins qui restent plusieurs jours sur le trottoir, Charles Piquet, une réponse par rapport à ça et puis on passe à un autre dossier. C'est quand même très rare parce que justement les services communaux font le travail que ne fait parfois pas le service régional. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de sanctions. Ce sont souvent des sanctions qui frappent des gens qui ne sont pas de Saint-Gilles, qui sont de passage à Saint-Gilles, et qui, le long d'une artère, abandonnent leurs sacs poubelles, etc. Donc c'est une bataille de tous les jours, c'est vrai, et c'est aussi un problème d'éducation du public. Alors on va parler de la majorité, vous parliez des contours de cette nouvelle majorité. Catherine Moranville, candidate bourgmestre, dites-vous, vous voulez casser le règne de Charles Piquet ? Casser le règne. On sait qu'on est dans la fin de l'ère de M. Piquet, puisqu'il l'a annoncé lui-même, il va pas aller jusqu'au bout de son mandat. Donc nous avons un candidat demi-bourgmestre, nous avons même plusieurs candidats demi-bourgmestre sur la liste du bourgmestre, puisque, on ne sait pas, après 2 ans, 3 ans, M. Piquet a dit qu'il allait passer la main. Et donc il y a une guerre de succession qui s'enclenche au sein de la liste. Il a au moins eu l'honnêteté, il faut le reconnaître, de l'annoncer. Après, l'honnêteté serait d'aller jusqu'à qui va lui succéder. Je pense que les Saint-Gillois, quand ils vont aller voter, ils ont envie de savoir qui va être bourgmestre après M. Piquet. C'est normal. Ça fait partie des enjeux démocratiques de l'élection. Ça fait plus de 33 ans que nous avons une majorité qui ronronne, on peut le dire, alors qu'on a une commune qui est quand même relativement créative, dynamique, et ça ne se sent pas en fait dans le projet. Et je pense que les Saint-Gillois sont en droit d'attendre maintenant d'avoir un Saint-Gilles avec de nouveaux visages, de nouveaux usages et de nouvelles pratiques. Alors, Patrick de Bouvry, une majorité qui ronronne. Oui, alors, c'est surprenant parce que c'est une commune qui attire tout de même énormément, que ce soit en termes d'habitants, que ce soit en termes d'investisseurs. Vous savez qu'on est quasiment devenu une des premières communes où les investisseurs souhaitent s'installer. Moi, je le vois au niveau du développement économique. On a quand même
ouvert beaucoup d'implantations commerciales, il y a un fort investissement sur Saint-Gilles. Et donc c'est une commune qui a aujourd'hui une très bonne réputation. Au Goupassier, c'est ce que l'on vous dit. Alors une majorité qui ronronne, je crois que les résultats sont là, que ce soit dans les domaines que je viens de dire, que ce soit en termes de rénovation urbaine, que ce soit en termes de rénovation de l'espace public, etc. Je crois qu'on peut aligner toute une série de réalisations. Ce n'est pas vraiment une commune qui ronronne, ce n'est en tout cas pas l'impression que cela donne à l'extérieur, et ce n'est pas l'impression que nous en avons non plus, parce que je peux vous dire qu'on s'y investit. Oui. Vous, Vincent Hendrick, vous avez aussi l'impression effectivement que dans le projet politique et sa mise en œuvre, il y a une espèce de ronron qui s'est installé au fil des législatures? Tout à fait. Un jour, j'avais qualifié Saint-Gilles de capitale de la pantoufle. C'est dire les choses de manière différente, mais ça veut bien traduire effectivement le fait qu'on s'est installé, la majorité s'est installée depuis 35 ans, dans un train-train quotidien, dans une routine, sans effectivement percevoir les nouveaux changements qui s'installent dans la société. Et j'ajouterais en plus à ça, il y a aussi une difficulté de la majorité actuelle à s'inscrire dans une forme de progressisme social. Quand nous votons un certain nombre de résolutions sur les communes hospitalières, par exemple, j'ai l'impression qu'on le fait à reculons. Et quand nous voulons déposer des textes qui sont plus humanistes, j'ai l'impression que la commune le fait à reculons, forcée de le faire parce qu'elle sent bien que c'est la tendance, mais n'a pas fort envie de le faire. Et lorsqu'il s'agit de l'appliquer sur le terrain, on prend des mesures comme on l'a prise avec les réfugiés et les SDF à la rue des vétérinaires, où on les chasse et où on ferme le tunnel. Donc, voilà, je trouve effectivement que cette majorité, ronronne et qu'elle avance à reculons et vraiment très peu rapidement vers les nouveaux défis. Alors beaucoup de thèmes, Charles Piquet, beaucoup de questions. Mais d'abord, celle de votre succession. Est-ce qu'on va assister à une guerre intestine si d'aventure vous êtes réélu après le 14 octobre, une guerre intestine au sein de votre majorité qui va rendre les choses très compliquées dans la gestion de la commune? Écoutez, ça amuse peut-être certains de le dire, mais j'ai dit que je ne me représentais plus en 2024. Alors il faut savoir... Donc vous allez rester 6 ans, quoi. Ou bien on dit... Attendez, je vais vous répondre. Ou bien on dit, il reste trop longtemps, ou bien quand on annonce qu'on ne va pas rester trop longtemps, on dit, il s'en va. J'ai dit que j'allais terminer toute une série de projets. Cette commune s'est transformée, elle a un nouveau visage, il y a des imperfections. Ouais, ça, je pense qu'on a bien compris, mais vous allez rester combien de temps bourgmestre si vous êtes réélu et qui sera votre successeur? La question a été posée directement. Qui sera mon successeur? Excusez-moi, mais ce n'est pas encore moi qui vais décider. Et deuxièmement, vous auriez fait oui, mais je n'entends pas partir tout de suite. C'est un contrat de confiance qu'on a avec l'électeur. Si je me présente maintenant, c'est quand même pas pour rester 1 an ou 2. C'est pour finir un certain nombre de projets. On a l'exemple de Bruxelles-Ville où effectivement vous le savez très bien. Il y a encore des grands projets qu'il faut réaliser. On doit en finir avec la gare du Midi qui doit être absolument rénovée. Il y a le site des prisons. On vient de lancer un projet de recyclerie sociale. On a encore des efforts à faire en matière notamment, et on est une des communes qui a fait le plus grand effort en matière d'offres scolaires. Il faut continuer à rénover nos écoles. Je vais vous arrêter, vous dites, je ne resterai pas 1 an ou 2, dites-vous, mais vous allez rester combien de temps? 6 ans si nécessaire? 6 ans si nécessaire. Tant que les projets ne sont pas réalisés. J'ai dit qu'il était assez normal qu'en 2024, peut-être que quelqu'un d'autre puisse prendre les rênes de la commune. Je le dis et je le répète, ou bien on reste trop longtemps et on est contesté parce qu'on reste trop longtemps, et quand on annonce qu'un jour il y a un horizon pour terminer sa carrière, on dit mais vous partez. Peut-être 6 ans, peut-être 6 ans. Charles Piquet, peut-être 6 ans, on l'aura noté. Alors, si d'aventure les Saint-Gillois vous donnent leur suffrage, jusqu'ici vous avez toujours fait alliance avec le MR, ce sera encore le cas dans la prochaine législature, ou alors une ouverture à un autre partenaire si nécessaire? Je pense qu'on a fait du bon travail pendant toutes ces années. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que vous avez ouvert votre chapitre sur Saint-Gilles, on parlait de la malpropreté, mais on pourrait parler de beaucoup de choses d'autres, et on va en parler. Je pense qu'on a ici,
on peut d'ailleurs en témoigner, on n'a jamais eu d'accords préélectoraux. On a toujours travaillé en privilégiant le programme. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? C'est ça qui est passionnant en politique, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc on cherche des partenaires pour faire des choses ensemble. On a fait des choses ensemble et je n'ai pas exclu non plus, pour ma part, qu'à un moment donné, il y ait une ouverture. Je n'ai pas fermé. Et donc une ouverture vers... Voilà. Vers qui? Je ne vais pas le dire maintenant, et on ne va pas le dire maintenant de toute manière. Donc, ce sera avec on doit confronter les programmes. Mais c'est certain qu'on parle avec vous, il ne faut pas commencer à mentir aux téléspectateurs quand même. Hein. On se parle quand même, non? On est ici sur un plateau de télévision et on nous présenterait comme des gens qui ne se parlent jamais. Vous rigolez ou quoi? Donc voilà, on va arrêter sur ce point-là, si vous le voulez bien, pour ouvrir un volet sécurité. Et on va parler d'UNEUS, cette Union pour un environnement urbain sécurisé, cette police de proximité qui est affectée aux quartiers sensibles. Et selon la Ligue des droits humains, il y a des témoignages de dérapages policiers, de comportements inacceptables, bref, de la violence policière. Catherine Moranville, c'est un de vos chevaux de bataille, ça. Vous voulez quoi? Qu'on évalue ce dispositif, qu'il y a eu des dérapages policiers et que ça ne peut plus fonctionner comme ça? Le rapport du délégué général aux droits de l'enfant qui en fait répertorie ces témoignages est sans appel. Je vous invite à le lire, c'est assez interpellant. Et Mohsin El Gabri, qui est conseiller communal, ça fait depuis 1 an qu'au conseil communal, il a interpellé sur ces témoignages et sur les exactions de la police. Alors, ce quartier, c'est pas un dossier qui est facile, parce que ce quartier souffre effectivement d'insécurité, d'incivilité. Vous parlez de quel quartier du Square Jacques Franck. Donc c'est le quartier, pour situer, qui se trouve en bas des tours de logements sociaux de la Porte de Halle. Comme ça, tout le monde voit bien. Et donc ce quartier, effectivement, souffre de problèmes d'incivilité, d'insécurité, et il y a des habitants qui sont en souffrance. Ça, c'est aussi une réalité. À côté de ça, il y a aussi des jeunes qui souffrent du délit de faciès, qui se font arrêter de manière répétitive pour des contrôles d'identité, qui se font humilier, et ça transparaît quand vous lisez les témoignages du rapport du délégué général aux droits de l'enfant. Monsieur Piquet va vous dire qu'on ne peut pas prêter foi à ces témoignages parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Il faut quand même savoir que la plupart de ces jeunes qui témoignent sont mineurs, que ce n'est pas facile d'aller témoigner dans un bureau de police quand vous avez été vous-même victime de la police. Et que donc dire qu'on ne peut pas prendre en compte les témoignages de ces jeunes parce qu'il n'y a pas eu de plainte, je trouve que c'est un peu vite aller en besogne. Et nous demandons, et Mohsin El Gabri a insisté plusieurs fois au conseil communal, pour qu'on puisse avoir une évaluation de cette police. Une évaluation externe et indépendante, qu'on mette tous les acteurs autour de la table, c'est-à-dire les habitants, la police, les services, les maisons de jeunes. Ça n'a toujours pas été fait. Alors Vincent Elderic, pour cette brigade UNEUS qui travaille donc de pair avec la justice pour que les affaires soient plus vite traitées et aboutissent plus vite, stop ou encore selon vous? Non, encore. Peut-être autrement, mais très clairement encore. Je pense que l'insécurité dans le bas de Saint-Gilles est en régression. Ouais. Donc, et autrement, selon vous, ça veut dire quoi? S'il y a des dérapages, effectivement, ils sont inacceptables. Et donc il faut pouvoir effectivement écarter les personnes qui sont responsables de dérapages. Mais qu'il y ait encore de l'insécurité, des trafics, du harcèlement de rue dans le quartier, dans le bas de Saint-Gilles, oui, c'est une évidence. Nombre de femmes aujourd'hui quittent le bas de Saint-Gilles parce que ce n'est plus possible pour elles de se promener dans le quartier, parce qu'elles sont harcelées. Les habitants du logement social des tours du Square Jacques Franck, eux-mêmes sont en demande de davantage de sécurité dans la zone. Et donc oui, il faut continuer, il faut renforcer, mais ça doit se faire dans une politique de respect mutuel. Respect des policiers, des membres de l'équipe d'UNEUS pour les jeunes et pour les habitants du quartier, mais également, dans le sens inverse, il faut respecter le travail des assistants sociaux, des policiers et de tous ceux qui composent l'équipe. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Alors Patrick de Bouvry, dans votre programme, vous félicitez des résultats de ce dispositif UNEUS. Quand vous entendez ou quand vous lisez ce rapport du délégué général aux droits de l'enfant, est-ce qu'il y a eu selon vous des dérapages et est-ce que la commune finalement a tardé à y mettre fin? Attendez, on parle ici d'un quartier très précis. Oui. C'est le quartier où la commune a sans doute le plus investi en termes de prévention. Il y a des moments où ça ne suffit plus, la police doit intervenir, mais il ne faudrait pas que ça cache l'autre face. C'est-à-dire un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. Quand un policier est roué de coups,
quand Sibelga doit intervenir parce qu'on casse les coffrets pour couper l'électricité, pour commettre plus facilement des déprédations, quand il y a du harcèlement de rue, etc. Ouais. Il faut parler de ça aussi. Quand vous demande une évaluation du dispositif, écoutez, vous dites quoi? Bourgmestre répondra à sa question. Il y a un rapport, le rapport est transmis, il y aura une enquête, etc. Oui, mais elle n'est toujours pas là, oui. Monsieur alors, et alors, je voudrais quand même dire qu'on parle ici d'un quartier précis, UNEUS. C'est un projet pilote et c'est 30% de délinquance en moins sur les dernières années dans la commune. Ça, c'est le résultat du NEUS. Alors, ici, il y a un fait, des faits qui feront l'objet d'un rapport et qui feront l'objet d'une analyse par le parquet. Le bourgmestre le dira, mais qu'on ne cache pas non plus, qu'on n'estompe pas par ce fait-là les résultats particulièrement positifs du NEUS. Et donc, oui, on continue avec UNEUS. Et la sécurité est toujours présente au square Jacques-Franck. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est très très bizarre qu'à quelques mois des élections éclate tout à coup le dossier du NEUS, dont on a eu qu'à se réjouir des résultats. En mois de décembre 2017. Des témoignages anonymes, avec la divulgation d'un rapport sans la réponse que nous avons adressée aux délégués aux droits de l'enfant. C'est aujourd'hui sorti dans la presse. On n'a même pas mentionné la réponse que nous avions faite. On a oublié qu'il y avait à côté du NEUS, de manière permanente, des réunions avec le parquet pour évaluer le travail. Et donc, il est très bizarre qu'on se trouve devant des gens qui, à la fois, excitent la population en disant « il faut plus de sécurité » et en même temps, évoquent les excès policiers ou une présence indésirable de la police. Moi, je dis que la sécurité doit être garantie. Point à la ligne. S'il y a des faits, mais il faut qu'il y ait des faits alors, il faut des plaintes. Et je serai le premier à, évidemment, enquêter sur les agissements de policiers. Mais ici, on joue sur les deux tableaux. De temps en temps, on dit il n'y a pas assez de policiers. Et de temps en temps, on excite les jeunes en disant les policiers sont insupportables, etc. En tout cas, je peux vous dire que la police n'entend pas. La police n'entend pas se faire accuser de faits qui ne se sont pas déroulés, et elle le fera savoir. Alors, une réponse rapide, évaluation du dispositif, Charles Piquet, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Mais il est évalué. On a encore eu une réunion il n'y a pas longtemps, et ça fait déjà des années que cette évaluation se fait. Pas par un organe externe. Pas par un organe externe indépendant, Monsieur Piquet. Montrez-moi le rapport d'évaluation. On ne l'a jamais eu au Conseil communal, on le demande. Il n'y a pas d'organe indépendant qui évalue UNEUS. Montrez-moi le rapport. Enfin, madame, il y a une réunion avec les services de prévention, une réunion avec le parquet. C'est un projet pilote, il faut le faire évaluer. Ce projet pilote a été couronné par un prix même, etc. Oui, mais ça n'est pas encore une évaluation objective. On a jugé que l'approche était une approche positive qui a donné des résultats. Moi, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un d'extérieur vienne faire une évaluation. Pourquoi vous ne le demandez pas? C'est ça qu'on demande, c'est que ça. Je vous ai répondu qu'il en est ainsi. Mais n'oubliez pas que derrière les comportements de certains jeunes, il y a aussi la dissimulation de certains trafics que nous tentons de démanteler. Ça, on n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais dit le contraire. Alors, on voit bien qu'on ne vous mettra pas d'accord. On va arrêter sur ce propos et je vous demanderai à l'avenir d'être un peu plus bref, Charles Piquet, parce que vous êtes en avance de plus de 2 minutes sur le temps de parole. Mais il fallait en tout cas répondre aux critiques qui avaient été faites. Alors, on parle de gouvernance, on parle de transparence, de la difficulté parfois d'obtenir certaines informations au conseil communal. Ça a été souligné par l'opposition à plusieurs reprises. C'est en bonne place dans votre programme, Vincent Henderick, la participation citoyenne. Vous avez vraiment l'impression que le citoyen est laissé de côté une fois les élections passées? Alors je pense que la société évolue. Et aujourd'hui, le système représentatif de démocratie est quelque chose qui doit évoluer au gré des réseaux sociaux, des nouvelles formes de militantisme, des nouvelles formes de faire de la politique. Et donc, moi, je pense effectivement, et notre programme le dit très clairement, nous sommes très favorables à ce qu'on développe des budgets participatifs, à définir des enveloppes de quartier et à associer presque systématiquement la population aujourd'hui dans les grands plans, dans les grandes décisions que doit prendre la commune. Et actuellement, ça n'existe pas, ça? Non, il y a eu une tentative du G1060, comme par hasard, à la veille des élections, qui n'a débouché que sur une promesse de faire quelque chose lors de la mandature suivante.
Voilà, il faut quelque chose qui soit permanent et qui s'inscrive dans la manière aujourd'hui dont on fait de la politique au niveau communal. Ouais, Catherine Moranville, c'est aussi une de vos demandes. Vous avez l'impression qu'on cadenasse le débat au conseil communal à certains moments. Quand on vous lit, on a parfois cette impression. Mais c'est pas qu'au conseil communal, je pense que la participation, ça a toujours été un des points faibles de la majorité, dans les contrats de quartier par exemple. Quand vous voyez aussi des grands travaux comme on a connu au Parvis, comme on a connu maintenant au Square Jacques Franck, clairement il y a un déficit de participation, les habitants apprennent les choses en cours de route, il y a des réunions d'information, mais ça n'est pas de la participation. Nous demandons qu'il puisse y avoir des conseils communaux mixtes, qu'il puisse y avoir des consultations citoyennes et des consultations populaires sur les grandes décisions. Ça, c'est une chose. Vous avez aussi parlé de gouvernance. Je pense qu'il y a aussi un problème de gouvernance à Saint-Gilles. Nous avons sur le collège 8 échevins, il y en a 6 qui cumulent. Nous avons un bourgmestre, qui est également président du Parlement bruxellois, qui cumule 2 temps plein pour une commune de 50 000 habitants. Je pense que les Saint-Gillois sont en droit d'avoir un bourgmestre à temps plein. Et puis vous avez les rémunérations qui vont avec aussi. Nous avons quand même un bourgmestre qui gagne 5 fois le salaire moyen d'un Saint-Gillois. Donc nous nous engageons si nous montons et avons la chance de monter au collège et de participer à la majorité, à ne pas cumuler. Nous avons aussi des ASBL communales à Saint-Gilles, qui sont des ASBL pseudo-privées, qui devraient être des ASBL communales, et sur lesquelles, nous, comme conseils communaux, on ne peut pas poser de questions et qu'on ne peut pas contrôler. Ce sont des ASBL dans lesquels se retrouvent des mandataires de la majorité, qui sont subsidiés par la commune, impossible de contrôler. Nous voulons, pour ces ASBL, des critères clairs et qu'elles deviennent des ASBL communales. Oui, alors beaucoup de questions. À nouveau, Patrick de Bouvry, je vais vous demander de répondre assez brièvement. D'abord sur ces ASBL communales dont le fonctionnement serait très opaque. Votre réponse ? Oui, alors il n'y a absolument rien d'opaque. Je peux même vous dire qu'on a mis en place une cellule au sein du service juridique qui est spécialement habilitée au contrôle et au suivi et à l'utilisation des subventions à ces ASBL. Il y a un bureau comptable qui a été désigné, tout cela est contrôlé. Je peux vous dire que c'est fait dans les règles et je n'ai pas connaissance d'excès ou de dérapage particulier. Je peux vous dire que tout cela est très suivi, très contrôlé. Mais alors peut-être aussi sur la participation citoyenne. Vous êtes allergique à la participation citoyenne? Quand on entend l'opposition, on a parfois cette impression. Je commence ma phrase et donc je voulais vous dire simplement qu'il y a des choses à améliorer, c'est très clair. Mais à côté des choses formelles ou des organisations formelles, formalisées, il y a tout de même le terrain qu'on pratique au quotidien, on rencontre les gens. Et puis il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes et beaucoup de personnes qui attendent, qui souhaitent des choses. Dernier exemple en date, une volonté d'avoir, et ça c'est venu du terrain, d'avoir une occupation temporaire du tri postal à la gare du Midi. Je peux vous dire, nous sommes au stade de la conclusion des conventions entre communes et SNCB et que nous sommes au stade d'un appel à projet pour organiser précisément cette attente citoyenne. Alors, donc, question sur la consultation populaire sur les grands projets. La consultation populaire sur les grands projets, pour ou contre ? Mais moi, je n'ai pas de souci particulier à avoir des consultations. Je pense que ce qui est essentiel quand il y a des réunions de concertation, c'est que précisément tout le monde puisse s'exprimer et que ce soit vraiment une expression d'un ensemble de personnes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ça, oui, je suis très favorable, comme je le suis d'ailleurs, comme je fais un définant, je suis favorable avec les moyens dont nous disposons, mais la notion de budget participatif, vous la retrouverez dans mon programme aussi. Alors Charles Piquet, une réponse très rapide parce que vous avez 2 minutes d'avance sur le temps de parole. Alors sur la question du cumul entre président du Parlement bruxellois et bourgmestre de Saint-Gilles, alors que Saint-Gilles a besoin d'un bourgmestre à temps plein. Oui. D'abord, écoutez, je vais vous dire, ce débat a eu lieu déjà. Il a eu lieu, il porte sur le décumul. Moi, je ne serai plus candidat aux élections régionales et législatives, je l'ai dit. Mais il est évident que ce débat sur le décumul, c'est d'abord un débat sur la meilleure manière de servir les intérêts de la population. Moi, je pense qu'à un moment donné, région et commune s'interpénètrent très fort ici à Bruxelles et qu'il est bon d'avoir aussi des gens qui sont au Parlement et qui sont dans les communes. Maintenant, on va pratiquer le décumul, on est bien d'accord, mais il faudra quand même que les communes et la région se parlent. Ça, c'est une chose. Alors, je voudrais revenir... Très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement, quand même... en quelques secondes. Oui, mais assez de suspicion. Assez de suspicion, jeter le doute, notamment sur le manque de transparence, alors que l'on sait que l'on a quelqu'un à temps plein qui fait le contrôle des ASBL.
jeter la suspicion aussi sur la manière dont fonctionnerait la commune. Ça, c'est très facile parce que ça suppose évidemment qu'on n'a pas d'autres arguments et on jette la suspicion. Alors moi, Catherine Morin-Ville, votre réponse rapidement. Voilà, ça me fait sourire parce que c'est que vous avez un défaut d'argument. Pas du tout, je n'ai pas un défaut d'argument. Il y a plusieurs ASBL qui sont subsidiés par la commune. Donc on a eu des problèmes avec la Maison des Jeunes, la Cité des Jeunes, problème de gestion. Très difficile de poser des questions au conseil communal. Il y a eu les amis des écoles officielles, très difficile de poser des questions au conseil communal. Tout ça, ce sont des ASBL qui ne sont pas communales, mais qui sont des ASBL pseudo-privées. Et il y a l'ASBL, l'école des jeunes de l'Union Saint-Gilloise, impossible d'obtenir des réponses au conseil communal parce que c'est une ASBL privée. Sauf que, M. Piquet le sait, il en a été président jusqu'à l'année passée, cette ASBL est en partie gérée, on va dire le gérant de l'ASBL est le directeur du service sportif de l'administration communale de Saint-Gilles. Et la commune de Saint-Gilles donne des subsides importants à cette ASBL. Et on ne peut pas poser de questions, on nous répond non, c'est une ASBL privée. Oui, alors, voilà. Et je veux bien qu'il y ait des critères objectifs pour donner les subsides, et que dans le contrôle des communaux... Sont disponibles, madame. Tous les documents sont là. Je les ai demandés, je n'ai pas pu les obtenir. On m'a renvoyé à l'ASBL pour avoir les comptes. Monsieur Piquet, je peux vous en compte rendu, vous étiez là, au conseil communal. On va en rester là pour ce thème-là et on va aborder maintenant, si vous le voulez bien, la question du logement. Donc la régie foncière a un très très gros patrimoine, elle gère plus de 900 logements. Il y en a encore eu beaucoup de créés sur cette législature, création de 130 logements communaux par la régie foncière pendant cette législature. On le voit, la fracture sociale existe. Alors une des propositions dans votre programme, Vincent Henderick, c'est l'allocation loyer qui pourra aller jusqu'à 200 €. Vous avez vraiment l'impression que ça, c'est un outil qui peut être très utile? Est-ce que ce n'est pas une mesure secondaire par rapport à tout ce qui peut être fait par ailleurs? Alors, secondaire, sûrement pas. Donc, quel est le principe de l'allocation de loyer? Vous avez aujourd'hui, en région bruxelloise, 45 000 familles qui sont demandeuses d'un logement social. La même chose à Saint-Gilles, une portion importante de population qui sont demandeuses d'un logement social et qui ont droit à un logement social selon l'ordonnance. Simplement, les pouvoirs publics et notre commune est dans l'incapacité de leur en fournir. Parce que le parc de logements sociaux de la commune est beaucoup trop faible. Un des plus faibles de la région, moins de 5%. Et donc, ces gens qui ont droit à un logement social, qui ont droit à avoir des loyers qui sont des loyers modérés du logement social, sont obligés d'aller chercher du logement dans le privé, à des prix et des loyers qui sont largement supérieurs à ceux qu'ils pourraient payer s'ils avaient un logement social. Et donc l'allocation de loyer, ce n'est jamais qu'un petit complément qui leur permet de compenser en partie la différence de loyer entre un loyer dans le logement social et un loyer sur le marché privé. Et donc ça, ce serait réservé, donc ce serait une allocation de loyer limitée à la commune. La région a prévu 15 millions d'euros à son budget pour booster l'allocation de loyer. Et j'entends très bien que la commune participe pleinement au projet et informe ses citoyens de la possibilité d'en bénéficier. Alors Catherine Morin-Ville, vous l'avez déjà dit en début d'émission, donc il y a cette volonté pour Écolo Groen de socialiser une partie du patrimoine de la régie foncière, mais vous faites aussi des accusations dans votre programme. Il dit il faut faire il faut faire la fin des passe-droits dans l'attribution de logements, des passe-droits qui sont encore trop souvent présents. Oui, mais c'est un secret de polichinelle à Saint-Gilles. On sait qu'il y a moyen d'obtenir des logements à la régie foncière. C'est effectivement une politique de passe-droit sur laquelle on s'est déjà exprimé. Je pense que, en plus, quand on a une majorité socialiste, ce qu'on appelle la politique des copains ou le passe-droit, c'est le contraire de la justice sociale, ce qui est quand même un comble quand on se dit socialiste. Et donc nous voulons que l'attribution de ces logements dans la régie foncière, elle fasse l'objet de critères objectifs. Il y a un règlement, mais il y a toute une série de dérogations, de mutations, et c'est par là qu'on passe pour parfois remettre des dossiers au-dessus de la pile. Et il y a une commission d'attribution. C'est une obligation maintenant de la région. Saint-Gilles va en mettre une en place, sauf que cette commission d'attribution à Saint-Gilles, elle est composée que de fonctionnaires qui sont sous l'autorité directe de l'ESFIN. Nous demandons que cette commission d'attribution soit plus indépendante et qu'elle s'élargisse, notamment à l'associatif.
Donc ça, c'est pour le critère d'objectivité de la régie foncière. Cette régie foncière, nous voudrons, puisque c'est la plus grosse, nous voudrions aussi qu'effectivement elle se socialise, puisque, M. Hendrick l'a dit, nous avons à Saint-Gilles le taux le plus bas, je pense, de la région en termes de logements sociaux. Donc c'est urgent de pouvoir avoir de mettre fin en fait au déménagement. Plein de Saint-Gillois sont obligés d'aller trouver un logement ailleurs parce que pour le moment, ça n'est plus possible de se loger à Saint-Gilles. Votre reportage l'a encore bien pointé dans le journal. Oui, alors Patrick de Bouvry, voilà, la politique des petits copains dans l'attribution de certains logements de la régie foncière, selon Écolo Groen, votre réponse à cette accusation? Il y a des rapports qui accompagnent les dossiers, il y a des critères d'attribution et comme Madame l'a dit, il y a une commission qui est installée, commission d'attribution des logements avec une volonté du collège qu'elle soit neutre. Donc par rapport à cela, voilà une première réponse. On oublie une chose, c'est que nous avons une agence immobilière sociale. Et l'AIS de Saint-Gilles est un outil qui fonctionne très bien. Je n'ai pas le chiffre en tête, je crois qu'on est de l'ordre de 150 logements attribués par l'agence immobilière sociale. Ça fonctionne bien. Les propriétaires qui affectent un logement à l'AIS sont exonérés de précompte immobilier, d'additionnel communal. Et en plus de cela, nous avons mis au point un système de primes qui permet aux propriétaires de faire les travaux nécessaires et qui permettent aussi de donner. Donc ça, c'est une de vos solutions pour c'est une solution qui en tout cas fonctionne très bien aujourd'hui. Meilleur marché sur. Pourrait mieux fonctionner. Pourrait mieux fonctionner. Alors sur la proposition d'Écolo qui serait de socialiser une partie du parc de la régie foncière et sur cette allocation loyer qui est appelée de ses voeux par le CDH. L'allocation de foyer, moi je n'ai pas de problème. Pour le reste, la régie foncière, je crois, a fait un très bon boulot. Ça a contribué tout de même à la rénovation de l'habitat et à la mixité dans un certain nombre de quartiers. Il faut la préserver. Charles Piquet, voilà une proposition qui en principe devrait plaire aux socialistes que vous êtes, socialiser une partie du parc du logement de la régie foncière. Dire que la régie foncière, c'est pour les riches non plus, hein. Il ne faut pas exagérer. On peut vous montrer évidemment les loyers qui sont pratiqués. C'est largement en dessous du marché privé. C'est pas du logement social. Mais madame, on ne sait pas faire de logement social à Saint-Gilles parce qu'il n'y a plus de terrain à bâtir. C'est bien pour ça qu'il faut socialiser les bâtiments de la régie foncière. Ce dont vous devriez être fiers, nous le sommes, c'est d'avoir construit une régie foncière avec autant de logements à caractère social qu'on offre. On le reconnaît. C'est extraordinaire. Il y a moyen de socialiser plus le parc de logements. Il n'y a pas une commune qui a fait ça, à part la ville de Bruxelles en Belgique. Oui, Vincent Hendrick, vous partagez, vous, les inquiétudes d'Écolo par rapport avec des loyers qui sont plus bas que dans le privé. Vous partagez, vous, le point de vue d'Écolo sur cette régie foncière qui ne serait pas assez accessible aux personnes dans le besoin? Alors, pas assez accessible, la même chose. Le nombre de personnes aujourd'hui en demande d'un logement à prix modéré est largement supérieur à ce que la commune peut offrir, que ce soit dans le logement social ou à la régie foncière. Donc, ce qu'il faut faire, finalement, c'est participer à un effort de création de logements sur la commune et de création de logements à prix modéré. Donc, le vrai défi, et il faut profiter des dernières friches qui existent encore sur le territoire communal pour pouvoir le faire comme le reportage l'a démontré. Mais il y a autre chose également. C'est la qualité du logement que l'on propose dans le logement social. J'ai eu l'occasion de visiter les tours de Jacques Franck, les logements sociaux du square Charles Jourdain. C'est une honte. C'est une honte. Les logements sont pourris. Les canalisations rouillent et fouillent. Et il n'y a aucune possibilité pour ces gens de venir d'abord se plaindre, parce qu'elles ont toute peur de devoir quitter leur domicile, et qu'elles sont contentes de pouvoir y rester. Il y a un vrai travail à faire pour remettre ces logements, peut-être pas à niveau, mais en tout cas les rénover pour que les personnes qui y vivent dans la dignité. Donc vous dites que la société de logement social a des pratiques dignes d'un marchand de sommeil? À peu près. Non, enfin, écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut entendre ici. Monsieur Piquet, si dans le privé, quelqu'un mettait ses logements sur le marché, on le traiterait de logement de sommeil. Alors, je connais les administrateurs du logement social. Oui, certains ont de vraies sensibilités sociales. Évidemment. Donc, ce ne sont pas des marchands de sommeil. Mais si un privé mettait ses logements sur le marché, on le traiterait de marchand de sommeil. Écoutez, c'est tout à fait exagéré. C'est même pas exagéré, c'est déplacé. Vous avez fait un communiqué, on a répondu
En ce qui concerne les investissements qui ont été faits en matière de chauffage, en matière de double vitrage, en matière d'investissement dans les ascenseurs... Je vous invite à aller voir les murs. C'est simplement... Les murs sont lézardés. L'eau fouille des plafonds. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des problèmes dans certains appartements, mais vous êtes en train d'utiliser le mot « c'est honteux ». Le parc immobilier social serait dans un état déplorable. Vous savez quoi? C'est un de ceux qui est le mieux entretenu de Bruxelles, même s'il y a certainement des appartements qui doivent encore être rénovés. Donc, allez, on est en campagne électorale, mais arrêtons avec ce genre de faux procès, quoi. Alors, il nous reste à peu près 7 minutes. Vous êtes toujours en avance sur le temps de parole, Charles Piquet, et Vincent Henderick est un petit peu en retard. Donc, c'est à vous que je vais donner la parole pour terminer, pour aborder le dernier thème, qui est celui de la mobilité, avec une de vos propositions qui décoiffe. Vous voulez réaménager la barrière de Saint-Gilles, en faire un rond-point et déplacer la fontaine. Alors là, sacrilège, vont vous dire certains. Bon, la fontaine, elle a évolué, son emplacement a évolué au fil des siècles, donc ce ne serait pas la première fois que la fontaine se déplace. Pourquoi on veut réaménager la barrière? D'abord, c'est le pire carrefour de la région bruxelloise. Ce n'est même pas un rond-point, c'est un carrefour, donc avec priorité à ceux qui rentrent et non pas priorité à ceux qui sont dedans. Donc c'est déjà une source de problème. 2, ce rond-point est un danger pour les piétons, est un danger pour les cyclistes. Et donc, il y a un besoin urgent de le réaménager. Des plans existent depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que des permis ont parfois été délivrés et sont devenus caducs, faute de réalisation. Ce carrefour est terriblement bruyant et anxiogène pour les habitants du quartier. Qui plus est, le fait que les trams tournent autour de la barrière fait en sorte que les rails s'usent beaucoup plus vite et force la STIB à devoir travailler la nuit pour régulièrement les rénover, et donc ce qui provoque également des désagréments pour les habitants du quartier. Et donc oui, ce n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une barrière avec 3 bandes de circulation, avec des cyclistes qui ne savent pas y passer parce que c'est dangereux, avec des piétons qui risquent d'être renversés par les voitures qui y rentrent. Et donc, oui, on doit le réaménager en limitant les bandes de circulation, en permettant aux trams d'avoir une traversée directe du rond-point, en créant une piste cyclable sécurisée autour de la barrière et des passages piétons sécurisés. Alors, Patrick de Bouvry, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole, donc je vais vous demander de réagir à cette proposition du CDH. Est-ce qu'elle vous séduit? Mais je crois qu'on enfonce une porte ouverte. Parce qu'il y a un projet à la région, le projet existe et qui répond à toutes les préoccupations qui viennent d'être exprimées. Ce projet sera débattu sous peu, donc le projet existe et donc la barrière va être réaménagée avec probablement le déplacement de la porteuse d'eau, avec des modifications de rails, avec des accroissements d'oreilles de trottoir, etc., avec le souci des cyclistes, etc. Tout ça est prévu dans le projet qui va être déposé et pour lequel nos services débattent déjà avec ceux de la région. Et donc en faire un rond-point et réduire la place de la voiture à cet endroit stratégique. Je rappelle que c'est une voirie régionale et que donc le projet la commune a son mot à dire. La commune a son mot à dire. La commune a son mot à dire. Mais je viens de vous dire que nos services travaillent ensemble sur ce projet. Donc voilà, le projet va répondre aux préoccupations qui viennent d'être exprimées. Ok. Vous disiez ça déjà il y a 6 ans. Mais non, le projet. Alors, écolo... Il faut savoir, c'est un chantier important. Il y avait d'autres chantiers comme celui de la rue Théodore Verhagen. On ne pouvait pas faire tous les chantiers en même temps, vous en convenez. Bloquer tout. Voilà. Alors écolo, vous êtes assez dur aussi sur la politique de mobilité menée par la majorité en disant Charles Piquet, il est pro-voiture. Oui, je crois que autour de la table, je suis la seule qui utilise quotidiennement son vélo et les transports en commun. Non. Vous utilisez quotidiennement votre vélo. Vous êtes un cycliste quotidien. Ça, c'est une nouvelle, Monsieur Hendrick. Je ne pense pas vous avoir vu souvent sur votre vélo. Et donc, nous apprenons que Monsieur Hendrick est cycliste quotidien. On ne va pas discuter qui est le vélo. Non, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup les électeurs de Saint-Gilles. Pour pratiquer le vélo de manière quotidienne, je peux vous dire que c'est vraiment, il faut avoir envie à Saint-Gilles. D'abord, on nous dit qu'il y a eu 2 kilomètres de pistes cyclables. Je ne sais pas très bien où elles sont. En tout cas, des vraies pistes cyclables, il n'y en a pratiquement pas à Saint-Gilles. Il y a un problème de qualité de l'air. Nous avons mesuré la qualité de l'air au mois de mars à Saint-Gilles. Et c'est assez catastrophique, comme dans beaucoup de communes bruxelloises. Et je pense qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'avoir des mesures en faveur de la mobilité douce et pour diminuer le trafic de voitures à Saint-Gilles. Si on veut, la qualité de l'air, c'est aussi la santé des enfants et la santé de la population. Patrick de Bouvry, majorité pro-bagnole. Vous dites quoi, vous? Non, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été prises, notamment pour la protection des piétons. Il y a eu pas mal d'aménagements pour la protection des cyclistes. Il y a eu pas mal de... Et les 2 kilomètres de pistes cyclables, vous savez où ils sont?
Oui, quand même, on va pas passer tout en revue, mais il n'y a pas que les 2 kilomètres de pistes cyclables, il y a aussi des projets qui vont être réalisés. Il y a un projet qui passe par la rue Juncker, la petite placette avec la rue Bosquet, tout ça est dans le pipeline. Ce sont des choses qui vont être réalisées, un calendrier très précis, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais donc il y a toute une série de mesures qui vont être prises. Je crois qu'il y a un problème au niveau de la commune. C'est une commune qui, historiquement, est une commune de transit, historiquement. Et donc, je crois qu'il y a là un vrai problème. Il faut trouver des formules par rapport à tout ce qui entre dans la commune et qui vient de l'extérieur. Il faut travailler sur cela avec les communes voisines. Ce n'est pas le village d'Astérix, Saint-Gilles. Il faut quand même travailler ensemble. Mais il faut un plan mobilité à l'échelle de la région. Il faut que tout le monde se concerte, bien entendu. Et puis... il y a aussi le problème des passages des véhicules lourds, les camions, le transport, les livraisons par des grands gabarits. Donc il y a toute une série de mesures sur lesquelles on peut travailler pour ne pas ennuyer nos concitoyens. Alors, Charles Piquet, c'est une constatation faite par le CDH en 10 ans, 1630 places de parking qui ont été supprimées, une perte de places de stationnement qui n'a pas toujours été compensée. Résultat, c'est la galère pour trouver une place où se garer quand on rentre assez tard le soir. Quelle solution la commune peut mettre en place pour mettre fin à ce problème? Je croyais qu'on était pro-bagnole, je ne comprends pas très bien. Bon. Un certain nombre de stationnements... On a échappé au parking souterrain pendant très longtemps, prôné par M. Piquet. Un certain nombre de stationnements ont été supprimés, mais il y a des stationnements hors voirie qui ont aussi été créés, de l'ordre de 300. Et donc, c'est vrai qu'il y a un problème de stationnement. 300 créés hors voirie. Il y a un déficit de 1300 places. Il y a un problème de stationnement, parce qu'il y a un problème de densité, évidemment, à Saint-Gilles, vous le savez bien. On est à la recherche de stationnement hors voirie. Et c'est ça qu'il faut pouvoir améliorer encore maintenant. Il y a aujourd'hui 4000 places de parking dans les bureaux, dans les commerces et dans les parkings souterrains situés à la proximité de la commune. Aujourd'hui, sur ces 4000 places, il y en a 169 qui sont mobilisées pour les riverains. Il y a moyen aujourd'hui d'utiliser ces places de parking en soirée et les week-ends pour les mettre à disposition d'une politique de stationnement efficace pour les habitants de la commune. Vous avez en cours avec Bipark. 169 places mobilisées. Il y a toute une série de choses en cours, dont des négociations avec Bipark. Il y a des places qui vont arriver hors voirie pour les riverains. Vous savez qu'il y a moins d'immatriculation de voitures à Saint-Gilles également. Vous le savez bien. De plus en plus longtemps pour pouvoir trouver une place de parking quand on rentre le soir chez soi. C'est quand même bien de le rappeler, 2 tiers des Saint-Gillois n'ont pas de voiture. Un des atouts de Saint-Gilles, c'est que c'est la commune la mieux desservie en transport en commun de Belgique. Il faut quand même savoir le dire aussi. Alors je vais devoir vous arrêter puisque le temps qui nous est imparti est arrivé. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce débat. Alors demain, notre bus s'arrête à Etterbeek, place Van Meyel, une commune où il y a aussi de nombreux défis à relever. Vous vous en rendrez compte. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.